Konnichiwa, yokoso, irashaimase. Bref, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette 44e vidéo qui va être consacrée au siège d'hiver du château d'Osaka qui se passe de mi-novembre à mi-décembre 1614. Pour remettre un peu de contexte, Tokugawa Ieyasu sort vainqueur de la bataille de Sekigahara en 1600 contre les fidèles du clan Toyotomi. J'ai fait 2 vidéos qui parlent de cette bataille si cela vous intéresse, les liens sont en description. Suite à cela, il devient shogun en 1603 et crée le gouvernement Edo par la même occasion. Mais cela ne signifie pas qu'il avait une mainmise totale sur le Japon. En effet, son autorité était parfois contestée par certains, et notamment par les pro-Toyotomi qui vivaient toujours dans l'espoir de reprendre le contrôle du pays un jour ou l'autre. De plus, il se trouve que le fils de Toyotomi Hideyoshi, Toyotomi Hideyori, était toujours vivant et pouvait donc prétendre à reprendre la suite de son défunt père. Même si Tokugawa Ieyasu était sorti vainqueur de la bataille de Sekigahara, il ne faut pas oublier qu'avant cela, il n'était qu'un seigneur vassal aux ordres de Toyotomi Hideyoshi qui contrôlait le pays. Et ce nouveau gouvernement pouvait très bien s'effondrer si trop de clans puissants venaient à se liguer contre lui. Malgré les tensions encore présentes avec le clan Toyotomi, il est pensé qu'au départ, Tokugawa Ieyasu ne souhaitait pas vraiment détruire le clan Toyotomi. En effet, il se trouve que la petite fille de Tokugawa Ieyasu, la princesse Senhime, était mariée à Toyotomi Hideyori, donc il existait un vrai lien de famille entre les deux clans. Il tenta donc de soumettre Hideyori par différents moyens. Mais cela ne fit pas son effet et Hideyori n'hésitait pas à même parfois provoquer Ieyasu. D'ailleurs, c'est l'incident de l'inscription de la cloche du temple Hokoji qui servira d'excuse à Tokugawa Ieyasu pour mobiliser un grand nombre de seigneurs et lancer sa marche vers le château d'Osaka. Je vous mets un lien en description pour en savoir plus sur cet incident. Ainsi, Tokugawa Ieyasu décida donc d'attaquer le château d'Osaka en 1614 avec 200 000 hommes pour défaire Toyotomi Hideyori et ses alliés afin de mater à la source toute potentielle rébellion dans le futur. Et ainsi commença le siège d'hiver du château d'Osaka. Mais avant que cela n'arrive, Toyotomi Hideyori avait rassemblé ses plus fidèles partisans et chefs de guerre au château d'Osaka. Il ouvrit ainsi un conseil de guerre. Il fut imaginé que si un siège avait lieu contre eux, cela donnerait une longue bataille mobilisant beaucoup de troupes de Ieyasu et que le château ne tomberait certainement pas. Et si pendant ce temps les renforts postés dans la région parvenaient à oppresser la ville de Kyoto et à faire tomber les châteaux de Tokugawa Ieyasu dans les régions alentours, alors cela pourrait rassembler beaucoup d'autres seigneurs à la cause de Toyotomi Hideyori, isolant ainsi les troupes d'Ieyasu. En effet, le site du château d'Osaka est réputé pour être une véritable forteresse imprenable. Même Oda Nobunaga a mis 10 années pour prendre le temple Honganji qui s'y trouvait à son époque. Et le château d'Osaka, construit ici depuis, possède des défenses bien supérieures comparées à l'époque d'Oda Nobunaga. Donc lors de ce conseil de guerre, des voix se sont élevées pour laisser faire le siège du château. Cependant, à l'époque de Nobunaga, ce dernier subissait aussi des pressions extérieures de l'alliance entre Takeda Shingen et Mori Terumoto entre autres, ce qui a ralenti la prise du site à l'époque. Mais ici, Toyotomi Hideyori ne possède pas assez de renforts pour faire appel à une alliance extérieure équivalente et gêner le siège de Tokugawa Ieyasu. Le château d'Osaka a beau être extrêmement bien protégé, si personne à l'extérieur n'est capable de vraiment gêner Tokugawa Ieyasu, alors il sera impossible de lancer des ripostes efficaces depuis le château et le siège risque de vite mal tourner pour les assiégés. Les conditions sont donc différentes. Une autre stratégie émise lors du conseil fut que si les forces de Hideyori parvenaient à stopper les forces principales de Ieyasu à Seta et à Uji, alors il pourrait envoyer des messagers vers l'ouest pendant ce temps. Les daimyo de l'ouest apprenant qu'Ieyasu éprouve des difficultés face aux Toyotomi, certains pourraient se rallier à leur camp et ainsi inverser la tendance. À cette époque, les principaux daimyo alliés de Tokugawa Ieyasu déjà présents aux alentours se trouvaient au château de Zeze, de Fushimi, de Koriyama et de Ibaraki. Mais au vu de la localisation des châteaux de Koriyama et Ibaraki, il n'est pas impossible qu'ils décident de se rallier à Toyotomi Hideyori si ce dernier venait à prendre l'avantage. Donc à partir de là, si les Toyotomi parviennent à stopper les forces principales d'Ieyasu venant de l'est à Uji et à Seta, alors ils pourraient encercler les châteaux de Zeze et de Fushimi. Cela leur donnerait un bel avantage sur le terrain et des daimyo de l'ouest pourraient se rallier à eux en les voyant en position de force.
Cependant, malgré toutes ces belles théories, Toyotomi Hideyori décida de laisser venir Tokugawa Ieyasu et de le laisser faire le siège du château. Il prit cette décision car les troupes ennemies étaient déjà en route et donc que la mise en place d'un tel plan pouvait échouer en fonction de l'avancée réelle de l'ennemi. Donc il serait plutôt correct de dire qu'il n'a pas eu d'autre choix que de choisir l'option du siège. Mais Hideyori n'allait pas attendre sagement que l'armée de Tokugawa Ieyasu arrive aux portes du château sans rien faire. Vers mi-octobre 1614, un groupe de l'armée de Toyotomi s'en alla détruire une digue à quelques kilomètres au nord-est du château. L'idée était d'utiliser la rivière Yodo pour inonder tout le côté est extérieur du château pour gêner au maximum les troupes de l'ennemi. Cela fut rendu possible par le fait que le château d'Osaka se trouve légèrement surélevé par rapport au terrain qui l'entoure, surtout côté est justement. Ieyasu tenta de prendre des contre-mesures pour stopper l'inondation du flanc est du château et aussi pour faire en sorte que la rivière côté nord ne s'écoule plus et ne soit donc plus un rempart naturel. Mais il n'y parvint finalement pas et le château d'Osaka se retrouva partiellement défendu par les eaux. Du coup, même si le château était bel et bien assiégé depuis à peu près tous les côtés est et nord n'étaient pas envisageables pour attaquer le château. Le côté ouest du château était lui aussi protégé par une rivière et par la baie d'Osaka juste derrière, donc vraiment pas idéal pour faire stationner beaucoup de troupes en vue d'une attaque. Ieyasu dut choisir le flanc sud du château afin d'être capable de lancer ses attaques avec suffisamment de soldats et de mobilité. Mais cela, le clan Toyotomi l'avait aussi anticipé. D'ailleurs, si on analyse un peu ce flanc sud, il faut savoir que la partie gauche était plutôt bien défendue avec une zone abritant des temples, ce qui était avantageux pour la défense. Mais cela créait automatiquement une zone plus faible au milieu et sur la droite de ce côté sud. C'est pourquoi, lors de la construction du château, il fut donc décidé par un certain Sanada Nobushige, mais plus connu sous le nom de Sanada Yukimura, de construire une enceinte d'extension du château pour défendre cette zone. Il créa donc ce qu'on appelle un demaru, qui est une espèce de petite forteresse collée au château dans le but d'être sa première défense. Il est protégé par des douves, des murs, des tourelles, des canons et des meurtrières. Ainsi, en créant cette extension de 180 mètres de long, nommée le Sanada Maru du coup, le côté sud était bien plus compliqué à attaquer. Sachant tout cela, Tokugawa Ieyasu décida donc de poster 5 de ses bataillons le long de ce flanc sud, dont 3 directement pour entourer le Sanada Maru. Le rapport de force était de 200 000 hommes pour Tokugawa Ieyasu et environ 90 000 du côté des assiégés pour Toyotomi Hideyori. Lors du siège, des batailles et des escarmouches eurent lieu comme le 19 novembre au sud-ouest du château, le 26 au nord-est et le 29 à l'est du château. Mais ces affrontements ne firent pas vraiment changer la situation. Et c'est le 4 décembre 1614 que Tokugawa Ieyasu lança la plus grosse offensive contre le flanc sud du château et donc le Sanada Maru. Mais grâce aux différentes défenses citées précédemment, les troupes de Tokugawa Ieyasu subirent de lourdes pertes sans parvenir à percer la petite enceinte. En effet, Sanada Yukimura était connu pour exceller dans l'art d'attirer et d'attaquer les ennemis. Il est dit que plusieurs milliers d'hommes de Tokugawa Ieyasu, voire même une bonne dizaine de milliers, furent mis hors combat pendant cette tentative qui dura à peine une journée. Cela porta un coup dur aux troupes assaillantes et Tokugawa Ieyasu décida de répondre avec un canon de pointe capable de tirer des obus de longue distance jusqu'à l'intérieur du château. Certains obus finirent par atteindre des dortoirs, ce qui força Toyotomi Hideyori, 2 semaines plus tard, à envoyer une proposition d'armistice à Tokugawa Ieyasu. Globalement, les conditions étaient que Tokugawa Ieyasu arrêtait son siège et en échange, les Toyotomi promettaient de ne pas se rebeller dans le futur et de démanteler des défenses du château d'Osaka, notamment de boucher certaines douves clés du château. D'ailleurs, le Sanada Maru fut bouché à cette occasion, donc on ne sait pas exactement à quoi il ressemblait à l'époque. Et ainsi se termina le siège d'hiver du château d'Osaka. Le siège d'été arrivera 6 mois plus tard pendant l'été 1615 et cela fera l'objet d'une autre vidéo très prochainement. J'espère que celle-ci vous aura plu et que les explications étaient assez claires. Comme d'habitude, pour soutenir la chaîne, toujours les 3 classiques et n'oubliez pas d'en parler autour de vous si cela peut intéresser votre entourage. Et toujours un grand merci à celles et ceux qui sont arrivés jusqu'ici. Je vous dis à la prochaine, sur ce, Wokini!